Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, la semaine dernière, j'ai bien lu. J'ai lu des choses complètement différentes. C'était très sympa. Et j'ai eu une très belle surprise livresque. Et en fin de vidéo, je vais vous montrer, je suis allée à la médiathèque ce week-end, samedi après-midi, et je suis revenue avec 2-3 bricoles. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec Dead Garden de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors ici, c'est la couverture du tome 2, mais il faut savoir que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 la semaine dernière. Dead Garden, ça raconte l'histoire de Léonora. Léonora, elle a 16 ans. C'est la fille d'un vampire et d'une sorcière. Un vampire extrêmement puissant, une sorcière extrêmement puissante. Ce qui fait que le combo des deux, Léonora, elle a des pouvoirs qui surpassent quelque peu le patrimoine génétique familial. Et si je vous dis que Léonora, son nom de famille, c'est Keene. Si vous êtes habitué à la bibliographie de Cassandra O'Donnell, ce patronyme ne vous est pas totalement inconnu car il y a une saga écrite par Cassandra O'Donnell dont le personnage principal est Rebecca Keene. Eh ben, je vous le donne en mille. Rebecca Keene n'est autre que la mère de Léonora Keene. Et donc, bon sang ne saurait mentir, on va donc suivre Léonora. Sa mère l'a envoyée en France, chez sa grand-mère, afin qu'elle suive une formation. Parce que bon, elle arrive à l'âge de 16 ans et ses pouvoirs commencent à se manifester. Et pour éviter de mettre en danger de la planète entière, elle se doit du coup de canaliser ses pouvoirs. Sauf que on va apprendre très vite que Léonora, elle a été marquée du sceau d'une déesse particulière. Et donc, elle a des pouvoirs particuliers, des pouvoirs de faucheuse. Les pouvoirs d'une faucheuse, elle emmène les âmes vers ce qu'on appelle le grand tout. Donc, en fait, elle guide les âmes vers le monde des âmes, en fait. Donc, tout ça mis en place, on va vite découvrir que beaucoup de créatures veulent éradiquer Léonora de la planète. Et donc, on va suivre dans le tome 1 et dans le tome 2 des aventures où Léonora va mener l'enquête avec son complice Ariel. Ici, ne vous faites pas avoir, la saga Léonora Keene est sortie sous le nom de Léonora Keene, mais ici, toutes ces aventures ont été regroupées sous le nom de Dead Garden. Donc ne vous faites pas avoir, ne vous précipitez, si vous avez déjà lu la saga de Léonora Keene et que vous vous dites « Oh chouette, une nouveauté de Cassandra O'Donnell », méfiez-vous, Dead Garden est une réédition de Léonora Keene. Donc ceci étant dit, moi j'ai beaucoup aimé retrouver l'ambiance que j'avais trouvée chez Rebecca Keene. Alors l'ambiance somme toute assez circonscrite, parce que je crois que de Rebecca Keene j'ai dû lire que le premier tome, alors que j'ai les autres dans ma palle. Alors, ça va, me jetez pas la pierre, c'est bon. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, c'était dans la grosse période Beat-Lit, Patricia Briggs et compagnie, où voilà, les romans avec les vampires, les sorcières, les ghouls, les loups-garous, les machins, et j'en passe encore, étaient très en vogue. Ça plaira beaucoup aux jeunes, pour débuter un petit peu dans cet univers un peu spécial. Ça me fait beaucoup penser au roman de Cassandra Clare. Oui, c'est ça, Cassandra Clare. Oui, c'est ça. Sur la Cité des Ténèbres, dont The Mortal Instrument, qui a été adapté en série sur Netflix, d'ailleurs avec Chérie. On est en train de regarder, et j'avoue que l'univers me fait beaucoup penser, l'univers de Dead Garden,
me faisait beaucoup penser à The Mortal Instrument. Bon, voilà, la comparaison s'arrête là, mais voilà, l'univers est assez semblable, les histoires sont différentes. D'ailleurs, je vous conseille hein, de lire la saga de La Cité des Ténèbres. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque, je crois que je l'ai lu en 2012, donc ça remonte quand même un petit peu. Mais quand j'ai commencé à regarder la série, je dis ah ouais, c'est quand même assez fidèle. Mais bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup et Chérie aime beaucoup aussi, donc voilà, on se regarde ça. On se regarde un épisode tous les soirs, pas deux, hein, parce que bon, l'état de fatigue étant là, généralement, on ne voit jamais la fin du deuxième épisode. Voilà. Donc pour en revenir à Dead Garden, on a vraiment tous les ingrédients d'une bonne saga de vampiresque, mais pas que. On a une petite romance, c'est gentillet, hein, voilà. On a des complots, on a du mystère, on a de l'humour, oui. Mais voilà, Leonora, elle a beau être un hybride de créature surnaturelle, son côté humain, je trouve que son côté humain est très présent dans cette duologie. Elle fait très souvent parler son cœur humain par rapport à sa personnalité surnaturelle. Et par moments, ça lui occasionne de se créer des situations catastrophique, il faut bien le dire. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec ces deux tomes la semaine dernière et je vous encourage vivement à découvrir. Voilà, pour Halloween, voilà, on est un peu dans cette mouvance un peu surnaturelle. Bah, pour Halloween, ce sera une lecture parfaite pour vous. Autre salle, autre ambiance, j'ai lu un roman de Noël. Oui, je sais. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je ne suis pas énormément roman de Noël. Romance de Noël. Je suis pas romance du tout. Alors, à Noël, c'est encore, voilà, c'est encore moins le cas. Mais comme vous le savez, je suis en partenariat avec les éditions Plume de Marmotte. Et voilà, en service presse de ce mois-ci, on avait le choix sur un roman de Noël. C'est un feel good de Noël. Donc je me suis dit, bon allez, si c'est feel good, allons-y. Donc, autre salle, autre ambiance. Donc, j'ai lu Le temps d'une partition d'Agnès Brown, du coup, publié aux éditions Plume de Marmotte. Donc ici, on va suivre l'histoire de plusieurs personnages. On a Émile, qui est un vieux monsieur qui habite dans un immeuble. Sa grande passion, voilà, c'est de épier, si j'ose dire, ses voisins ou les gens qu'il croise dans la rue et d'écouter un petit peu leurs conversations et d'inventer à partir de là des histoires concernant ces individus. On suit également Léonore, qui est une jeune femme un petit peu mystérieuse. Elle ne parle pas. Elle est muette et on va la suivre. Elle va demander à Émile de l'héberger. Et on va suivre également Farrell. Alors Farrell, lui, il est comptable. Alors autant vous dire que bon, c'est pas non plus le bout en train. Il n'a pas l'âme d'un Patrick Sébastien. Je parle du Patrick Sébastien, voilà, les sardines, faites tourner les serviettes, machin, hein, le bout en train, hein, pas le Patrick Sébastien polémique. Voilà, c'est pas le bout en train de l'année. Il est comptable, il a une vie extrêmement rangée, extrêmement millimétrée. Pour vous dire, hein, ce gars compte quand même les pas qui le séparent de son appartement à son travail, du travail jusqu'à l'épicerie, de l'épicerie jusqu'à chez lui. Imaginez un petit peu le bordel. Alors, je vous raconte pas s'il y a un pas de différence entre... c'est l'angoisse. Bref. Et un jour, il dévie de son chemin habituel. Il passe devant un immeuble et cet immeuble accueille une maison d'édition qui vient tout juste d'ouvrir. Et là, il est pris d'une envie subite. Il tape à la porte, il sonne. La porte s'ouvre, il tombe sur la directrice de la maison d'édition, elle le regarde, voilà, elle le jauge de haut en bas et elle lui dit « Voilà, vous avez 1 mois pour me fournir un manuscrit. »
écrivez-moi un manuscrit et revenez dans un mois. Alors, Farrell, il ne se... Enfin, il estime qu'il n'est absolument pas écrivain, mais l'idée va faire son chemin dans sa tête et il va trouver l'inspiration un peu bizarrement, hein, je dois dire. Et ce manuscrit, il va l'écrire. Un mois plus tard, il revient. Il revient à la maison d'édition, il donne son manuscrit et son livre est publié. Et sa directrice, son éditrice, va l'envoyer en semaine de dédicace dans une librairie à Montbéliard, une semaine avant Noël. Alors là, du coup, Farrell, il est... c'est les 2-3 premiers chapitres, hein, je vous spoil rien. Et donc, du coup, il va à cette semaine de dédicace. Et là, il va rencontrer beaucoup de personnages. Il va rencontrer Léonore, il va rencontrer Babette, la libraire. Il va aussi faire la connaissance d'une petite fille et de son chien. Et voilà, l'histoire va prendre comme ça. On va suivre l'évolution de ce groupe de personnages au moment de Noël. Alors évidemment, bon, vu le titre, Le temps d'une partition, vous vous doutez bien que la musique a une place extrêmement importante dans ce récit. Alors globalement, j'ai passé un bon moment avec ce roman. Néanmoins, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Notamment au personnage de Léonore et oui, surtout au personnage de Léonore. Je ne comprenais pas la place de ce personnage, je comprenais pas ce personnage dans ce récit. Bon, au fur et à mesure, j'ai quand même compris son rôle, mais j'avoue qu'au début c'était un petit peu nébuleux et j'ai pas eu cet attachement profond à ce personnage. Farrell, il est bien gentil, il m'a fait rire un petit peu, mais bon, c'est pas non plus... il manquait quand même quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur pour ce personnage. Par contre, j'ai eu un attachement profond pour la petite fille, pour Prune, et pour son chien, Zola, qui est assez fantasque et extrêmement gourmand, faut bien le dire. Le personnage de Babette, la libraire, m'a beaucoup touchée. Alors, l'éditrice de Farrell m'a beaucoup fait rire aussi. Elle n'est pas triste. Mais voilà, il manquait... Le roman était extrêmement sympathique, ça m'a fait passer un bon moment. Lisez-le à Noël, franchement, ce sera parfait. Avec... bien sous un plaid, au coin d'une cheminée ou de votre radiateur si vous n'avez pas de cheminée, avec un beau chocolat chaud avec des guimauves, franchement ça passera crème. Mais pour moi, il manquait quand même quelque chose dans l'ambiance globale de ce roman pour vraiment m'embarquer dans cette frénésie de Noël, dans cette histoire avec tous ces personnages. Bon, l'ambiance de Noël, oui, elle est là, mais je pense que le fond de l'histoire, c'est la relation entre tous les personnages. Ça aurait très bien pu se passer à un autre moment de l'année. Hein, c'est pas spécifique à Noël. Voilà, donc c'était une très belle découverte. J'étais très contente de lire ce roman, mais ça ne sera pas un coup de cœur pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Voilà. Et ensuite, j'ai fini d'écouter en audio un service presse que j'ai eu grâce à NetGalley. Il s'agit de La mauvaise fille de Dandy Smith. Hein, je vous mettrai la petite vignette ici. C'est sorti dans quelle maison d'édition ce truc-là? Chez City Édition. Alors, quelle belle surprise que ce roman! Franchement, quand j'ai commencé l'écoute, je m'attendais à pas grand-chose. Et puis finalement, je me suis littéralement fait embarquer par ce récit. Donc, au début du roman, on fait la connaissance de deux petites filles, Kathleen et Olivia, âgées respectivement de 10 et 13 ans. Elles sont, voilà, leurs parents sont sortis un soir et elles sont toutes seules dans la maison. Donc, voilà... pizza, voilà, soirée pizza et télé est prévue au programme. Sauf que un invité surprise va arriver, un homme masqué va s'introduire dans la maison et va enlever Olivia. Alors bien évidemment, Kathleen assiste à l'enlèvement de sa sœur et l'homme masqué lui enjoint, en lui mettant un doigt comme ceci devant son visage, de se taire et
comme ça, il lui promet grosso modo qu'il ne lui arrivera rien si elle ne dit rien. Et il s'en va avec Olivia. Et on se retrouve comme ça, on assiste du coup à l'enlèvement d'Olivia avec un homme qui porte un masque vénitien. Hein. Vous savez, les grands masques blancs avec un pif un peu pointu. Donc si vous voyez un petit peu l'image. Et donc voilà, le premier chapitre, on en est là. Ensuite, on retrouve Caitlin 16 ans plus tard. Et voilà, elle vit sa vie, elle est institutrice, elle a un fiancé, Oscar, et tout se déroule plus ou moins, voilà, elle a des amis, voilà, tout va bien pour elle. Sauf que tout va bien en apparence, parce qu'elle a toujours cette souffrance, cette culpabilité du jour de l'enlèvement de sa sœur. Comme quoi, elle est restée paralysée, elle n'a rien fait pour empêcher le kidnapping de sa sœur, et elle a vécu pendant 16 ans avec l'absence béante de sa sœur, où on comprend quand même très vite qu'elles étaient quand même très très proches. Et là, un jour, sa mère l'appelle en panique, elle lui dit de revenir tout de suite dans la maison familiale, parce que Olivia est revenue. Et là, on va partir dans une histoire très surprenante. Donc du coup, elle revient et elle se trouve face à une femme. Et là, elle se dit, oui, c'est ma sœur. Et là, voilà, tout va bien, sa sœur est revenue. Mais, alors je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a quand même des petites choses qui l'interpellent. Et au fur et à mesure du récit, au fur et à mesure des jours qui passent, Caitlin va se demander si la femme qui est revenue dans leur vie est réellement Olivia. Alors, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce roman, c'est tout le parcours de Caitlin. Parce que dans ce roman, bon, elle vit encore avec la souffrance de la perte de sa sœur et elle s'est construite, elle a construit son adolescence et sa vie de femme en fonction de ça. Elle a fait des choix de vie pour faire plaisir à ses parents parce qu'ils n'avaient plus qu'une fille, donc elle se voulait absolument d'être parfaite aux yeux de ses parents pour se rattraper de n'avoir rien fait le jour où sa sœur a été enlevée. Et en fait, elle a tout fait pour faire plaisir à ses parents. Elle a, malgré tout, grandi et s'est façonnée face aux fantômes de sa sœur. Et là, quand cette femme revient, quand cette femme qui dit être Olivia, toutes ces affirmations, tout ce en quoi elle a toujours cru, tout ça s'écroule au fur et à mesure. Et on voit cette déconstruction arriver petit à petit au fil des récits. Et parallèlement à ça, dans d'autres chapitres, on suit l'histoire d'une autre jeune fille qui s'appelle Elinor Bradbury, qui vit avec son frère Is dans un manoir. Ils sont orphelins tous les deux. Leurs parents sont morts dans un accident et c'est leur oncle qui subvient à leurs besoins. Et on suit un petit peu l'histoire de cette jeune fille parallèlement à l'histoire de Caitlin. Alors, bien évidemment, on se doute quand même quelque part que ces deux histoires sont liées. Mais comment sont-elles liées? Alors moi, j'avoue que j'avais élaboré une théorie. Je me suis complètement fourvoyée. Là, le dénouement, la révélation, je n'ai rien vu venir. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien fait. Voilà, c'est pas... alors, il y a peut-être des petites incohérences, mais finalement, noyé dans le fil du récit, ça passe. Et moi, j'ai trouvé quand même extrêmement intéressant dans ce récit, c'est toute la construction psychologique de Caitlin. Et cette construction psychologique qui est totalement remise en cause avec l'arrivée d'Olivia dans sa vie. Voilà, pour ma part, c'est une excellente surprise que ce roman, La Mauvaise Fille. Si vous aimez les thrillers psychologiques, allez-y, foncez, celui-ci devrait vraiment vous plaire. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, je suis allée à la médiathèque
samedi après-midi, et pour rapporter 2 livres, tout simplement. Et puis, pendant que j'y étais, j'ai remporté 2-3 bricoles. Hein. Au départ, j'en ai 1, puis finalement, je suis repartie avec 4. Alors, je suis partie avec Octopus de Xavier Muller aux éditions XO. Alors, c'est ma lecture actuelle. Voilà, j'en suis là. Je vous en parlerai dans le prochain Cthulhu. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, rendez-vous avec Le Destin, les détectives du Yorkshire, le tome 10 de Julia Chapman, publié aux éditions Robert Laffont Collection La Bête Noire. C'est le dernier tome des détectives du Yorkshire. Vous savez mon attachement profond pour cette saga, pour les personnages. J'avoue y aller à reculons quand même, parce que c'est le dernier, et que j'ai pas envie de quitter les personnages, mais bon, toutes bonnes choses ont une fin, et il va vraiment falloir que je... Et enfin, je suis partie sur une suite de sagas que j'avais commencé en audio. Il s'agit de Skandar, donc ici, le tome 3, Skandar et les épreuves du chaos, et le tome 4, Skandar et la malédiction du squelette de A.E. Steadman, publié aux éditions Hachette Roman. Donc j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes à l'audio. Donc là, j'ai trouvé la suite en papier à la médiathèque et j'avoue que j'ai super hâte de retrouver le personnage de Skandar et de ses amis. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu littéraire. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!